Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron. On va parler de la situation politique nationale. C'est l'une des premières fois que vous prenez la parole depuis les législatives. Mais d'abord, les incendies. Votre région est en première ligne face aux risques de méga-feux, face aux conséquences du dérèglement climatique. Est-ce que après les feux qu'on a vus en Gironde et les feux qu'on a vus ces dernières années, de manière générale, est-ce qu'il va falloir repenser, comme l'ont demandé des présidents d'exécutifs locaux, notre organisation, la sécurité civile, le financement, pour se préparer à ce qui nous attend dans les prochaines années? Oui, d'abord solidarité totale avec nos amis de la Gironde. Ils ont été impactés, on l'a vu, c'est terrible, c'est des méga-feux, c'est très très impressionnant. Et comme vous l'avez souligné, nous on est en première ligne depuis toujours. Donc vous avez plus d'expérience que vous voulez dire? On a quand même plus d'expérience parce que on a, par exemple, on voit aujourd'hui qu'ils font des pare-feux. Nous, on a ces pare-feux qui s'appellent des DFCI pour les camions de pompiers, pour les interventions immédiatement organisées, qui sont structurées sur l'ensemble de la région, ce qui nous permet à nos SDIS, à nos marins-pompiers, à nos sapeurs-pompiers, de secours départementaux, ouais, d'intervenir très vite, tout de suite. Et on a mis en place, au niveau de la région, avec les départements et les collectivités, le plan guerre du feu, c'est 6 millions d'euros par an, qui nous permettent d'avoir une anticipation, c'est-à-dire travailler sur le débroussaillage, faire en sorte qu'il y ait plus de 200 gardes régionaux. Il y a parfois des associations locales qui sont réticentes sur le débroussaillage des forêts. Oui, enfin, il y a la loi, hein. Il y a la loi pour débroussailler et il faut que les maires fassent appliquer la loi et souvent c'est difficile par rapport à leurs propres concitoyens. Donc je ne parle pas des associations qui sont contre, je pense que ceux-là laissent croître la forêt sans l'organiser, ce qui est une faute majeure. Vous voulez dire des écolos? Ça que vous voulez... Essentiellement des associations environnementales et après vous avez les associations de riverains qui veulent garder leur territoire. Donc c'est deux traitements différents. Vous avez d'un côté ceux qui veulent rien faire, mais à ce moment-là ça s'embrase. Et donc, il faut penser que le feu va arriver. Comme le feu va arriver de toute façon, il faut s'organiser de façon à ce qu'il lèche, mais qu'il ne brûle pas. Et quand vous avez débroussaillé, la maison n'est pas brûlée. Est-ce qu'il faut davantage d'avions, et notamment de Canadair? Alors, c'est une démarche que nous avions organisée, oui. C'est une démarche que nous avions organisée au niveau de la région, avec en européanisant la flotte. En partageant avec les Italiens, les Espagnols, oui, parce que de toute façon, c'est tout le Sud qui est touché, mais en fait, c'est toute la France qui va être touchée demain. Donc, il faut que notre expérience puisse servir aux autres, qui viennent se former chez nous, et que nous, on vienne en soutien chez eux. C'est la solidarité nationale, comme elle fonctionne au niveau européen. Et donc là, il y a une commande au niveau des Pélicans, enfin des Canadair ou des Dash. Cette commande européenne que j'avais sollicitée, il y en a 2 avions pour les Français, et en tant que président de région, j'ai demandé à participer pour l'achat d'un 3e, de façon à ce qu'on en ait un 3e à disposition, plus une organisation mécanique législative qui nous permette pour l'été, de louer des hélicoptères qui existent en tant que tels, pour intervenir immédiatement. Donc nous avons un travail en amont, nous avons une surveillance des départs de feu, une intervention immédiate, et nous avons sur hier mis en place un dispositif qui s'appelle un pélicandrome, qui permet aux Canadair de venir se ravitailler là, ou les Dash de venir se ravitailler là, de façon à ce qu'ils ne retournent pas sur Nîmes. Renaud Muselier, vous étiez un proche de Jacques Chirac, vous avez été son secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Lorsqu'il a prononcé ce discours à Johannesburg en 2002, où il disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». On est 20 ans plus tard, on est dans la même situation, où en fait on est dans une situation pire. C'est que là, ça brûle sous nos yeux et on continue à regarder ailleurs, non? Non, je pense que le problème, c'est qu'on s'occupe un peu de la forêt quand ça brûle. Donc, il y a des choses... Je ne parle pas que de la forêt. De manière générale, il y a toute une partie des Français, notamment des jeunes, qui disent « Il faut aller plus loin, il faut des mesures plus radicales pour sortir notre modèle de dépendance au carbone ». En tout cas, ce que je sais qu'en tant que président de région, je consacre sur mon plan environnemental 40% de mon budget. On va passer à 100% du budget d'ici la fin de l'année, sur 5 axes qui sont air, mer, terre, déchets et énergie, qui nous permettent systématiquement, dans la totalité du budget, quand même régional, 3 milliards d'euros, qui nous permettent d'investir systématiquement sur une évolution de cette société. Donc nous, on a, par exemple pour la mer, les bornes pour les posidonies, de façon à les protéger et que les bateaux ne raclent pas le fond de la mer. Et vous avez les escales zéro fumée que nous sommes en train de mettre en place. Par exemple, quand le maire de Marseille veut que c'est un exemple très précis, il a lancé une pétition pour que les paquebots à Marseille ne puissent pas accoster dans les périodes de pollution, c'est-à-dire beaucoup de jours pendant l'été. C'est peut-être pas un maire de lancer une pétition, c'est plutôt un maire d'agir. Hein. Donc, de l'interdire, par exemple. Non, d'agir. Dans l'action, nous avons mis en place les escales zéro fumée de la région sur les 3 ports, Toulon, Nice et Marseille, 30 millions d'euros, de façon à ce que les ferries soient décarbonés 2023 et 2025 pour les bateaux de croisière. Si la mairie veut mettre un peu des moyens dedans, au lieu de faire des pétitions
pour gagner 1 ou 2 ans, c'est avec plaisir. Et le maire de Marseille n'a pas aidé en ce sens. Bon. Renaud Muselier, Et puis un autre truc, ouais. Marseille est une ville historiquement et culturellement, c'est un port quand même. Hein. Oui. Donc bon, c'est un port. Donc un port, il est fait pour avoir des bateaux. Oui. Bon, alors ces bateaux, ils vont évoluer sur le GNL, sur l'électrique. On organise le branchement électrique à quai. On organise, vous savez, quand le bateau démarre, il y a les fumées. Oui. Donc c'est des scrubbers. Ces scrubbers font en sorte qu'il n'y a plus de pollution. Mais ça, il faut les équiper, il faut les organiser. Et comme j'ai en charge la Méditerranée du futur au niveau de l'État français et au niveau européen, j'organise en décembre une réunion avec tous les ports de la Méditerranée, parce que les bateaux qui polluent chez nous, ils polluent aussi en face. Hein. Et donc, on organise le système des branchements à quai électriques de tous les bateaux, de façon à ce que les populations du Sud comme les populations du Nord soient traitées de la même manière. Alors, Renaud Muselier, vous êtes un homme de droite. C'est pratique, ça, c'est conforme. J'allais vous oui, je suis un homme de Macron. droite, oui. Vous êtes un homme de droite. Vous avez... C'est vrai, je suis un homme de droite. Tout à fait. Je rappelais ça pour nos auditeurs. Vous avez choisi de rejoindre Emmanuel Macron pendant le précédent quinquennat. Et quand on regarde les résultats des législatives de votre région, il y a quasiment la moitié des députés qui sont des députés RN. Les macronistes ont perdu 13 sièges. C'est-à-dire qu'il y a quasiment il y a quasiment 2 fois plus de députés RN que de députés macronistes dans cette région qui est une grande région française. Et LR a perdu les 2 tiers. Et ça ne vous déplaît pas forcément Si, ça me déplaît puisque c'est le parti que vous avez quitté pour rejoindre la majorité. Non, mais c'est pas le parti que j'ai quitté, c'est Franchement, les résultats de la Macronie dans cette région importante que vous représentez sont pas à la hauteur de ce que vous avez essayé de constituer au niveau local. Ben si, regardez, vous m'avez expliqué pendant toute la campagne régionale que j'allais perdre. Vous avez gagné. Mariani, oui, non, mais j'ai gagné, pourquoi? Parce que j'ai additionné. J'ai pris des macronistes, j'avais une majorité de 81, je suis revenu à 84. On m'a expliqué que j'avais la moitié de ma liste qui était remplie d'En Marche, j'en ai que 5. J'ai fait ce que m'a appris M. Chirac ou M. Sarkozy, additionner entre les verts modérés jusqu'à la droite, qui n'est pas extrême. Et bien en additionnant, j'ai gagné dans une région qui était considérée comme celle qui allait passer. C'était pour les régionales. Oui, mais ça veut dire, ce qui veut dire que quand on est arrivé aux législatives derrière, de la même manière, ils n'ont pas su additionner. Non, n'additionnant pas, vous coupez vos voix en 2 ou 2 tiers ou 1 tiers. Et donc, quand vous voyez que les LR ont perdu la totalité de leurs élus à l'exception des Alpes-Maritimes, il n'en reste que 5, ils ont perdu parce que c'est un peu le même électorat, en fait. C'est dans le cadre des présidentielles, vous avez bien vu qu'il y a 3 blocs. Il y a le groupe de la NUPES, de la gauche tiré par l'extrême gauche. Vous avez le groupe de l'extrême droite avec les émouristes, etc. Et puis vous avez le bloc central qui est incarné par une personnalité qui est celle de M. Macron. Central, mais on peut dire la chose différemment. Le macronisme, maintenant c'est plus clair que ça ne l'était, ou en tout cas ceux qui ne voulaient pas le voir le voient maintenant clairement. Le macronisme est à droite. L'équilibre de la majorité, il est à droite. Oui, ben donc je suis un homme de droite, je n'ai pas l'impression de trahir. D'accord. Mais vous avez... non, mais c'est pas tellement. Là, on voit bien voir d'ailleurs dans le cas de la pétaudière du Parlement aujourd'hui. Oui, mais justement. Vous avez la nécessité de travailler sur des projets. Ces projets, vous avez la nécessité d'avoir les gens qui sont les gens modérés, qui trouvent des solutions efficaces et pragmatiques, comme vous l'avez souligné. Ce que vous prenez, Renaud Muselier, c'est une sorte de, je dirais pas d'alliance, parce que le mot est peut-être un peu gros, mais une sorte de travail en commun de LR avec les macronistes pour trouver, on l'a vu au Sénat cette nuit sur le texte sanitaire, on va le voir probablement d'ici ce week-end sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée, qu'il y a une sorte de coalition de fait entre LR et la Macronie. Mais comme ça existe dans nos collectivités locales, comme ça existe au niveau européen. Mais alors c'est plus long. Parce que vous êtes obligé de négocier, vous êtes obligé de discuter, et donc vous n'avez pas le pouvoir absolu, vous avez un pouvoir relatif qui fait en sorte que vous le négociez, et donc vous le tempérez. Après tout, c'est la démocratie. Et dans cette démocratie-là, c'est ce qui se passe au niveau européen, c'est ce qui se passe au niveau de nos collectivités territoriales, et c'est ce qui ne se passe jamais au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que nous ont dit nos électeurs. Nos électeurs, ils ont dit, maintenant, essayez de vous entendre. On voit bien que le compromis tel qu'il existe au niveau européen ou comme il existe au niveau local, ce mode d'emploi, ils l'ont pas au niveau national. Eh bien, ils vont bien finir par le trouver. Je leur souhaite. Dans cette pétaudière, parce que je reprends votre mot, dans cette pétaudière, quand vous observez ce que fait Marine Le Pen, la stratégie qu'elle aborde, l'idée d'être, entre guillemets, constructive, elle va voter avec ses députés, 89 députés, quasiment tous les articles de la loi pouvoir d'achat. Est-ce que vous dites, elle est habile et si elle continue comme ça, elle peut être élue la prochaine fois? Bien sûr qu'elle est habile, elle a toujours été très habile, Madame Le Pen. Jusqu'avant. Elle progresse aussi, parce qu'elle a vieilli. Voilà. Mais vous constaterez que Mme Le Pen a c'est la grande gagnante de ces dernières semaines. Non, c'est la grande gagnante, elle a perdu les présidentielles. Oui, mais c'est la grande gagnante, elle a perdu les législatives. Oui, mais donc, là, ces dernières semaines, à l'Assemblée, c'est elle qui profite politiquement le plus de cette situation que vous décrivez comme une pétaudière. Sauf que vous avez un cut. Le cut, c'est l'élection. Dans l'élection, elle n'a pas gagné les présidentielles et elle n'a pas gagné les législatives. Voilà. Ça, c'est une réalité. Maintenant, dans le comportement intérieur du Parlement, elle fait exactement l'inverse de ce qu'elle fait au niveau européen. Au niveau européen, elle ne vote jamais rien, et elle vote toujours
au profit de son idéologie locale contre l'Europe. Très bien. Au niveau du Parlement français, elle se retrouve dans une situation où elle nous a expliqué au lendemain des présidentielles que c'était fini maintenant, les présidentielles. Et comme par hasard, comme ils ont eu plutôt un bon succès aux législatives, même s'ils n'ont pas gagné, elle se dit après tout, je peux peut-être jouer le coup une dernière fois aux prochaines présidentielles. Donc, elle essaye de se dédiaboliser en permanence. Et elle le fait plutôt. Et elle le fait. Quand vous regardez le Parlement, vous êtes un mec de droite, vous voyez la gauche qui est débraillée, sale, qui hurle, qui crie partout. Enfin, ils défendent aussi les idées pour lesquelles ils ont été élus. Non, mais c'est un problème de comportement. Dans le comportement, vous représentez, j'étais 20 ans député, vous représentez au Parlement français la République. Alors, en représentant la République, vous avez une charge. Vous n'êtes pas dans une cour de récréation. Et cette charge-là, il faut l'assumer en tant que telle. Vous ne pouvez pas crier, vous avez grandi. Vous sortez du bac à sable et vous êtes chez les grands. Dans l'histoire de la République, dans l'histoire du Parlement français. Et donc, vous devez essayer de vous comporter à ce niveau. Quand vous pensez... Elle essaye, eux non. Quand vous dites pétaudière, vous pensez que ça peut exaspérer les Français, ça peut fatiguer les Français? Ah, mais c'est insupportable. Vous ne parlez pas que de la NUPES, vous parlez de la situation générale. Non, je parle du Parlement dans sa globalité. Là, c'est insupportable pour les Français. C'est insupportable. Les Français ont dit, bon, vous avez 3 groupes, débrouillez-vous, et finalement, peut-être que vous allez enfin pouvoir réussir à travailler ensemble. C'est ça qu'ils ont envoyé comme message. C'est presque un espoir. Exactement. Entendez-vous, on vous met tous dans la même pièce. Mettez-vous ensemble là-dedans, soyez un peu raisonnable, soyez un peu intelligent. Vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Il y a toujours une attente des Français. Donc, ils n'attendent pas ce spectacle-là. Donc, dans ce spectacle-là, le Parlement de la République doit prendre l'habitude d'arriver à travailler ensemble. Et aujourd'hui, ce compromis va arriver sur quelques amendements, textes de loi potentiels, mais cette habitude-là, il faut qu'ils arrivent à la prendre. Prenons l'exemple qui va nous occuper dans les prochaines heures et prochains jours sur le prix du carburant. Il y a une discussion en cours entre le gouvernement et LR pour trouver un compromis. LR renonce à l'idée d'avoir un litre à 1,50. Le gouvernement renonce à son idée de chèque pour les travailleurs qui était une usine à gaz. Et ils vont converger vers une prolongation de l'aide de la ristourne au-delà de 18 centimes jusqu'à décembre. Mais c'est intelligent. C'est exactement ce qu'on fait au Parlement européen. C'est ça qu'il faut faire. Négocier comme ça. Quand vous n'avez pas de majorité, vous discutez avec ceux qui sont élus. C'est ça la démocratie. Sinon, c'est la révolution. Et donc là, vous avez une démarche qui est assez simple, ou alors le Parlement, ou une dissolution. Et la dissolution, ils la veulent pas. Aucun ne la veut. C'est pas ceux de la NUPES qui la veulent, c'est sûrement pas ceux du Front National qui la veulent. Et LR, ils savent pas dans quelle situation ils sont. Donc personne ne veut la dissolution. Donc ils ont l'obligation de travailler ensemble, tous ensemble, et en même temps de montrer leur différence. Et ben ça, c'est un peu difficile aujourd'hui. Il y a un autre sujet Mais par contre, ils ont l'obligation de réussir, hein, parce que on a la guerre à nos frontières, on est dans une situation très compliquée. On voit bien que la Chine n'a pas la croissance estimée, voulue, attendue, et donc on a quand même beaucoup de paramètres qui font en sorte qu'on ne peut pas partir en vacances en se disant tout va bien à la maison. Hein. On a le feu autour de la maison aussi. Hein. C'est pas simplement que climatique. Il y a un autre sujet qui va discuter dans cette loi pouvoir d'achat, une discussion sur une éventuelle taxe sur les super profits. On voit que plusieurs groupes, la NUPES, mais le RN, sont favorables à une taxe sur les super profits et que la plupart des députés LR et de la majorité n'en veulent pas. Vous voyez qu'il y a ça peut faire une majorité, ça. Mais il y a 2 entreprises qui sont visées par ceux qui veulent une taxe sur les super profits. Particulièrement deux. Total, notamment pour ses activités de raffinage. Il y a par exemple une raffinerie dans les Bouches-du-Rhône, et la CMA-CGM, qui est le 3e armateur mondial, qui est basé à Marseille, et qui, d'une certaine manière, a grossé ses profits parce que le prix des conteneurs a augmenté depuis 1 an et demi. Est-ce qu'il faut que la CMA-CGM fasse un effort très net pour baisser le prix des conteneurs, ou alors est-ce qu'il faut mettre en place une taxe contre la CMA-CGM sur le schéma général, moi je suis contre la taxation. Quelle qu'elle soit, par principe. Donc il faut que la CMA-CGM fasse une preuve. Et donc sur le côté total, on ne peut pas leur demander de descendre le prix de l'essence, de continuer à investir, d'être le numéro 1 mondial et en même temps les taxer. Le truc, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas tout leur demander à la fois. Et donc c'est une stratégie de... Il faut peut-être qu'ils fassent un geste plus fort que jusqu'à présent. Mais discuter, mais c'est pas pour ça qu'il faut taxer. Le cut de la taxation est un cut facile, mais qui est très dangereux en aval. Et donc, quand vous avez une entreprise de dimension mondiale, vous protégez cette souveraineté, donc vous n'y touchez pas. Mais la CMA-CGM, qui est un outil mondial, si dans le cadre de la taxation, ça serait la seule entreprise de transport qui serait taxée au monde. La seule transport au monde, c'est-à-dire tous ses concurrents dans le cadre des armateurs ne sont pas taxés, aucun d'entre eux. Donc il faut qu'elle fasse un geste pour faire baisser le prix des conteneurs. Mais M. Saadé, qui est un Marseillais, qui aime son pays, qui est basé ici, ses bateaux sont français, il est à disposition du gouvernement pour discuter de telle ou telle chose. Mais la taxation,
Pourquoi taxer une entreprise qui est un fleuron mondial, qu'ils ont réussi à élever au niveau mondial, qui ne se reverse pas de dividendes et qui réinvestit dans l'entreprise? Pourquoi voulez-vous la taxer? Pourquoi voulez-vous la taxer? Ça n'a aucun sens. On a bien vu dans le problème du Covid, on a bien vu dans le problème de la guerre qu'on a besoin de souveraineté industrielle nationale, avec un ancrage très fort, avec des gens qui sont des patriotes, des Français, des régionalistes, et des Marseillais bien entendu, et vous voulez les taxer parce qu'ils réussissent. Mais pourquoi voulez-vous taxer ceux qui réussissent alors qu'ils jouent la carte France? D'un mot, Renaud Muselier, vous n'avez pas rejoint Renaissance, vous allez créer un autre parti. Ce sera un parti de majorité, un parti... Quoi, régional, local? Moi, j'ai été élu avec ma majorité sur notre région d'abord. Donc, je fais nos territoires d'abord. Donc, là-dedans, peuvent adhérer qui veut. Voilà. De la gauche à la droite, en passant par les LR, etc. Ceux qui veulent. De toute façon, les maires, par exemple, ils sont essentiellement à droite chez nous. Voilà. Et donc, on a bien vu que la division entraînait la catastrophe. Et au niveau local, je fais un parti qui s'appelle Notre Territoire d'abord. Un parti régionaliste. Oui, régionaliste, ça fait un peu autonomiste ou indépendantiste. Ah non, vous n'avez pas demandé l'autonomie de la région sud. Ouais, je sais jamais. C'est un petit pays, on a la taille de la Belgique, on est plus nombreux que la Finlande, et on a le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande, vous savez, et on a mer et montagne, nous on a les Provence, les Alpes, les Côtes d'Azur. Mais pour autant, je suis français. Fondamentalement français, je veux que mon pays fonctionne. J'ai une stabilité politique. Et donc cette stabilité politique, c'est l'addition des différences. Et donc au niveau local, je veux additionner ces différences en leur laissant la liberté nationale. S'il y en a qui veulent être à Renaissance, si je peux être à Renaissance, si d'autres sont chez LR, pourquoi pas? Et je vois ce que fait Monsieur Séjourné pour la construction de Renaissance, m'intéresse, voilà. Renaud Muselier, donc qui ne va pas demander l'autonomie de la région sud ce matin. Merci d'être venu sur BFM TV RMC. Bonne journée.